va a dar comienzo la segunda sesión. La segunda sesión está enfocada sobre cuestiones más concretas de digitalización y publicación de colecciones numismáticas. Cuestiones relacionadas con el proceso, con el desarrollo y cuestiones más técnicas. Obviamente, siempre dentro de la inteligibilidad. Es decir, que no va a ser una sesión de cuestiones puramente técnicas. La primera intervención corre a cargo de Florence Codin, Jérôme Jambu y Frédéric Dugas. La primera es conservadora de moneda merovingia en la Biblioteca Nacional de París. Jérôme es conservador de moneda extranjera también en la Biblioteca Nacional de París. Y Frédéric es la directora jefa del Cabinet de Médailles y previamente conservadora de moneda griega. Es decir, tres exponentes vivos y activos de la Biblioteca Nacional de París que nos van a poner de relieve y de actualidad la digitalización de la colección de la Biblioteca Nacional de Francia. Tenéis la palabra. Merci. Je voudrais commencer par dire à quel point le département est heureux de participer à cette journée autour de la numérisation ici en Espagne, puisque pour nous c'est, nous l'espérons, le début de collaboration plus avancée. Et nous allons à trois vous parler d'un travail qui est vraiment un travail d'équipe, qui a été depuis 3 ans la démarche du cabinet des médailles de Paris pour numériser ses collections en partant de zéro, puisqu'il y a 3 ans, nous n'avions aucune collection en ligne. Le cabinet des médailles de Paris a la particularité d'être hébergé dans une bibliothèque et non pas dans un musée, ce qui fait que les outils que nous allons vous montrer sont d'abord des outils de bibliothèque. Et la numérisation que nous avons entreprise a une autre particularité, c'est que contrairement à ce qui vous a été présenté ce matin au travers des collections de musées qui ont un programme de numérisation planifié, nous avons commencé par numériser dans l'urgence. Et donc je vais vous présenter le contexte et les raisons de cette numérisation. Alors peut-être rapidement... Alors, peut-être quelques mots d'abord sur la collection elle-même. C'est une collection très ancienne qui est fondée sur les collections royales françaises, avant tout, enrichies depuis la Révolution française, auxquelles se sont ajoutées des collections privées qui ont été données ou achetées par la bibliothèque et des ensembles qu'on appelle les doubles et les rebuts, c'est-à-dire des exemplaires qui, pendant longtemps, ont été exclus des fonds puisqu'on considérait qu'ils n'étaient pas assez nouveaux, n'apportaient pas d'exemplaires neufs et ne justifiaient pas d'être conservés avec la collection. Au total, cela représente pour la collection grecque, qui a été la première collection que nous avons numérisée en totalité, 121 000 monnaies, environ 1800 ateliers monétaires différents, le monde grec au sens où l'entendent les numismates, s'étendant de l'Atlantique à l'Inde et couvrant une très vaste période du 7e siècle avant notre ère au 3e siècle de notre ère. Alors, cette collection contient des objets tout à fait exceptionnels. Je prendrai la superstar de la collection grecque pour exemple, le Kratidion. Et donc, il était tout à fait justifié d'offrir l'accès public facilité à ces collections que représente la numérisation. Alors pourtant, nous n'avons pas numérisé dans un contexte planifié, nous avons numérisé dans l'urgence. En effet,
le quadrilatère Richelieu, qui est le bâtiment historique dans lequel sont conservées aujourd'hui les collections du cabinet des médailles, est en travaux depuis 2010 et restera en travaux jusqu'en 2020. Et nous allons cette année déménager entièrement le cabinet des médailles pour des travaux de rénovation très approfondis, très lourds, hein, électricité, fluide, restauration, refonte complète des magasins. Enfin, c'est vraiment des travaux colossaux. Ce qui nécessite de déménager, y compris les collections, enfin, de rendre inaccessibles 2/3 des collections qui ont été envoyées à la Banque de France l'hiver dernier, ce qui signifie qu'aujourd'hui, 2/3 des collections de monnaie du département ne sont plus visibles jusqu'en 2020, ce qui évidemment posait un très gros problème d'accessibilité. Vous avez ici une photo des souterrains de la Banque de France, où la France conserve son or et ses collections monétaires. Il faut aussi déménager nos espaces historiques, y compris le cabinet des médailles du XVIIIe siècle, avec ses peintures et son mobilier d'origine. Et évidemment, ça posait la difficulté, comme je vous le disais, de l'accessibilité de ces fonds. Alors pourquoi avoir numérisé en premier et en totalité la collection grecque? Il se trouve que c'était la collection la plus consultée du département. Vous avez ici les chiffres à la veille de la numérisation. 37 000 monnaies communiquées en 2011 à une centaine de visiteurs. C'est considérable, évidemment, pour un unique conservateur chargé de ce fonds. Plus la correspondance qui sollicite là aussi beaucoup de questions sur la collection. Les prêts pour les expositions sont en gros les 3 grandes activités. Sachant que sur un fonds comme celui-là, il n'y avait pas de security photos, on n'avait aucune couverture photographique d'ensemble qui permette de protéger la collection. 15% seulement sont publiés sous forme de catalogue. Nous avions une série de CD-ROM, mais qui ne sont pas des supports de conservation pérennes, et autrement les grands inventaires qui datent d'il y a un siècle. Donc une collection très étudiée, mal décrite, qui est évidemment une collection fragilisée au moment d'un déménagement, sachant qu'elle comporte beaucoup de très petits exemplaires, puisqu'un grand nombre de monnaies grecques font moins de 10 mm de diamètre. Donc ça nous posait des problèmes évidemment très importants. Vous avez un exemple avec cette photographie de ce qui peut arriver quand on déménage des plateaux de monnaie. Ici, vous voyez qu'en haut de cette armoire roulante, vous avez des plateaux en pente. Ils ont glissé, ils ont bougé pendant le transfert et ils se sont inclinés sur le côté. Et si les calages sont mal faits, on risque de retrouver les monnaies mélangées quand on rouvrira dans 5 ans. Donc c'était évidemment une de nos priorités, protéger la collection et faire que les déclassements liés au déménagement puissent facilement être corrigés quand nous retrouverons la collection. En outre, la numérisation assure la sécurité des collections monétaires. Ce sont des objets sériels qui ne peuvent pas être marqués comme le sont les objets de musée, ce qui signifie que, étant répétables et non traçables, s'il y a un vol, il est extrêmement difficile de faire la preuve de la propriété de la bibliothèque sur ces objets. Avec la numérisation, on a une photo d'identité de la monnaie qui garantit qu'elle appartient au musée. Et donc c'était un élément évidemment important dans notre démarche. Elle permet aussi d'accélérer le catalogage. Elle enrichit, cette numérisation, le fonds photographique, le fonds d'image de la Bibliothèque nationale de France. Et surtout, elle maintient la collection accessible pendant toute la durée des travaux, malgré l'envoi d'une partie importante du fonds à la Banque de France. Et enfin, elle nous a obligés à faire un inventaire dont vous allez voir qu'il a été très rapide. Alors, la difficulté était qu'on a commencé cette numérisation des fonds grecs en 2012, fin 2012, et il fallait envoyer les monnaies à la Banque de France 18 mois plus tard. Il a donc fallu travailler très vite et mettre au point un modèle de numérisation qui permette de faire des photographies avec une seule station photographique pour toutes les monnaies, qu'elles soient en or, en argent ou en bronze, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ça, c'est un exemple des photos qui existaient avant. Donc vous voyez qu'elles ne correspondent plus aux critères photographiques d'aujourd'hui.
Ça, ce sont les premiers tests photographiques sur une monnaie très difficile. Elle est brillante et noire en même temps. Ça, c'est la photo acceptée. Donc, on a fait beaucoup d'essais avant d'arriver au bon résultat. Hop. Et vous voyez qu'on a choisi une numérisation de très grande qualité. 2500 dpi par image, c'est énorme. Aujourd'hui, on numérise un document papier entre 300 et 600 dpi. 2500 dpi, ça fait une photo de très grande qualité. Ce qui permet ceci, ça c'est une monnaie qui fait moins de 3 mm de diamètre. Elle est minuscule et on voit que c'est bien une monnaie. À l'œil nu, on ne s'en rend pas bien compte, mais à la photographie, on reconnaît très bien le type monétaire de cette monnaie naine, donc vraiment particulièrement petite. Alors, comme il fallait numériser très vite, on a référencé très peu de champs. Nous n'avons pas décrit les monnaies. On a donné les éléments qui permettent de retrouver les monnaies en ligne, par l'atelier, par l'autorité émettrice, par le métal, par la dénomination, mais nous ne les avons pas décrites. C'est vraiment une numérisation d'urgence. Et ça nous a permis d'avoir un rythme de numérisation très rapide. Vous le voyez ici, une monnaie photographiée droit et revers toutes les 45 secondes, 20 000 images supplémentaires par mois, un total produit en 15 mois de photographie de 242 000 images, donc la totalité du fonds grec. Et bien sûr, ce qui n'est pas très satisfaisant aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on y travaille, des notices bibliographiques, des notices descriptives partielles, mais avec lesquelles on peut travailler. Le programme que je vous ai présenté là était le programme qui concernait les monnaies grecques. Depuis, nous l'avons étendu aux monnaies romaines, aux monnaies royales françaises, aux monnaies mérovingiennes, et nous continuons de travailler. Alors, à la différence du cas qui vous a été présenté à l'instant, j'ai en charge depuis quelques mois les monnaies étrangères et bénéficiant de cette expérience, nous avons, si je peux dire, un peu de temps maintenant pour prendre le temps donc de numériser ces monnaies et de le faire au mieux et d'essayer de remédier aux difficultés que l'on a pu rencontrer pour faire quelque chose de peut-être plus abouti, plus complet, plus satisfaisant. Prendre le temps de numériser les monnaies, c'est l'occasion, vous allez voir, de passer en revue les collections. Un travail énorme, certes, mais qui est nécessaire à leur bonne conservation, à leur bonne connaissance et surtout, à terme, à leur bonne diffusion, puisque la diffusion, c'est quand même le but ultime de la numérisation. Je commence par un état des lieux, un constat initial. Le fonds des monnaies étrangères, à quoi ressemblait-il il y a encore quelques mois? Pour résumer, le fonds des monnaies étrangères, c'est le fonds dont personne ne s'occupait ou ne souhaitait s'occuper, puisqu'à la Bibliothèque nationale de France, grande tradition sur les monnayages antiques, grande tradition sur les monnayages nationaux, mais sur les monnaies étrangères, bon, constat initial en 4 points. D'abord, ce sont des collections qui n'ont jamais eu de responsable. À part pour une partie, les monnaies orientales, les monnaies étrangères n'ont pas connu de conservateur, et toute la période occidentale, toute la géographie occidentale a été oubliée. Alors certains chargés de collection ont pu s'y intéresser, je pense notamment, vous connaissez sans doute à Michel Denain pour les monnaies espagnoles, mais ponctuellement, partiellement, sans faire de grands travaux de fond. Ce sont des monnaies donc en conséquence qui sont sans catalogue. Des monnaies sans catalogue, sauf quelques catalogages partiels. Par exemple, celui des monnaies italiennes dans le fameux CIN du début du XXe siècle. Mais celui-ci n'est pas propre à la BNF, vous le savez. Et cela rend ces notices, sa lecture très complexe. Et le CIN ne permet pas, je pense, de façon satisfaisante de savoir quelles sont les monnaies italiennes des collections de la BNF. Des collections qui ne bénéficient pas plus d'inventaire, d'inventaire précis, sauf à se contenter, qu'évoquait Frédéric, très lapidaire du XIXe siècle, une ligne de description, mais alors pour les monnaies étrangères, même le millésime n'est pas indiqué, donc c'est quelque chose
d'assez peu utilisable pour tracer la monnaie s'il devait lui arriver quelque chose. Des collections également mal rangées, puisque c'est un peu sur elles qu'on a grignoté la place pour pouvoir ranger les autres. Et comme vous le voyez, on a un premier plateau de monnaie sud-américaine qui montre ces grosses pièces d'or des rois d'Espagne qui sont, vous voyez, totalement bancales dans des cuvettes trop petites et qui risquent de se choquer, de s'abîmer. Et puis, ces quelques 566 plateaux étaient donc 566 plateaux de monnaies étrangères avant le déménagement dans le cadre de la restauration du cabinet des médailles. Aujourd'hui, c'est 485 plateaux parce qu'il a fallu encore faire de la place et encore resserrer. Donc les monnaies étrangères ont été encore davantage resserrées, ce qui a donné des choses très peu satisfaisantes comme un plateau de monnaie italienne que vous voyez à droite, avec des dimensions, enfin des cuvettes trop grandes pour certaines monnaies, trop petites pour d'autres. Bref, quelque chose qui bouge énormément et qui... si un plateau doit bouger, doit glisser, risque de faire perdre une information importante. Et puis, des monnaies également qui ont été mal conservées. D'abord, aussi parce que pas consultées, donc on ne faisait pas la vérification, ne serait-ce qu'à l'œil, de savoir comment évoluer ces monnaies. Vous avez ici un exemple sous les yeux de demi-dollar américain qui a donc d'un côté été couvert, comme beaucoup, vraisemblablement, donc de traces de suie de chauffage, peut-être du tabac des conservateurs, de la pollution parisienne, des essences du bois, puisqu'on a quand même des médaillés qui sont avec des essences de bois puissantes. Et puis, de l'autre côté, c'est tout simplement de l'encre qui a coulé d'un stylo. Bon, voilà comment sont un peu nos monnaies. Là, j'allais dire, il s'agit simplement de saleté, mais d'autres, comme cette monnaie à l'effigie de Washington américaine, sont corrodées de façon bien plus dangereuse. Vous voyez, ces points agressifs qui nécessitent, vous allez le voir, un traitement. Donc, le projet de numérisation de ces monnaies étrangères, fixé à l'horizon 2017, est l'occasion, vous le voyez, d'envisager la remédiation de cette situation. Il est en effet impossible d'envisager une bonne numérisation dans ces conditions, avec des collections dans ces conditions. Et une numérisation réussie passe, nous le pensons, par une bonne préparation. Pour vous donner, alors on n'est pas sur les mêmes chiffres, mais nous avons conservé 13 500 monnaies étrangères qui correspondent au fond donc, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'ensemble du continent américain et quelques autres entités. Bon, ça fait tout de même 13 500 pièces à traiter. C'est juste 20% de notre fonds de monnaies étrangères, puisque donc 80% sont rangés. Alors, ça passe bien évidemment d'abord par un récollement, le récollement qui permet le nécessaire contrôle des collections. Et trois difficultés, trois problèmes majeurs ont été identifiés, qui sont les suivants. D'abord, la dispersion, le problème très prégnant de l'éclatement des autorités émettrices. En effet, les classements anciens n'ont jamais établi de préférence pour établir les autorités émettrices. Et très souvent, on a créé une autorité à condition qu'au moment où la pièce entrait dans les collections, l'autorité existait. Au XIXe siècle, plusieurs États nouveaux sont créés. C'est le contexte de la création des États-nations, et que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique latine notamment, on crée de nouveaux États. Donc à partir du moment où le Mexique est indépendant, on crée une autorité Mexique, la Bolivie pareil, le Pérou pareil. Oui, mais voilà, si on cherche par exemple une piastre, les Reales de Ocho de Philippe IV, selon qu'on veut trouver des monnaies espagnoles, par exemple de Séville, on va dans les plateaux espagnols, médaillé 33, plateau 43. Si on veut la même pièce mais frappée à Mexico, il faut aller dans les plateaux du Mexique, donc là, médaillé 15, un niveau au-dessous, plateau 45. Pour ce qui est de Potosí, pourtant ancienne entité Pérou, comme c'est désormais la Bolivie, ils sont classés, Potosí est classé à Bolivie, et cela fait que énormément de monnaies ne sont pas facilement accessibles, tout simplement parce qu'on a du mal à les trouver. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Autre difficulté, celle des numéros disparus. Le fonds des monnaies étrangères a été constitué un peu tous azimuts et a servi à d'autres choses. Par exemple, on a pas mal échangé de monnaies issues du fonds étranger, notamment par exemple pour acquérir des monnaies grecques. Ça s'est fait au 19e et au 20e siècle, jusqu'à ce que ce soit totalement interdit. C'est aujourd'hui depuis 15 ans.
Depuis 15 ans, hein, c'est totalement interdit. On échangeait des monnaies, donc on a des collections de monnaies grecques augmentées, mais des collections de monnaies étrangères à trous hein, aujourd'hui. Certaines monnaies ont manifestement été perdues, peut-être parce que moins d'intention, et puis il y a toujours la question de la disparition. Alors s'agit-il de vol? Bon, c'est difficile à établir, mais des monnaies ne sont plus là sans qu'on sache, même si elles ont pu être échangées ou autres. Et puis, beaucoup de ces monnaies n'ont pas de cote, ont été intégrées, par manque de responsables aussi, sans cote. Il faut donc leur incrémenter une référence parce qu'on a des pièces qui, officiellement, ne sont pas là et qui pourraient sortir manifestement aussi bien qu'elles sont entrées, puisqu'elles ne disposent pas de référence. Donc la correction de ces problèmes permet d'envisager sereinement l'étape préliminaire à la numérisation, c'est-à-dire la réalisation d'une liste inventaire du contenu des collections, ce que je suis en train de réaliser actuellement. Alors, à la différence de ce que l'urgence a nécessité, on a pu établir davantage de champs à remplir de façon à être plus complet. Alors cependant, des descriptions, là pour le coup complètes de légendes de type sont toujours pas possibles parce que 2017 c'est bientôt et il faut quand même avancer. Mais on a pu doubler hein, le choix des champs à renseigner pour être tout à fait complet, tout en demeurant relativement simple à traiter hein, rapidement et puis par plusieurs mains, que plusieurs personnes puissent intervenir. Par exemple, on a défini 2 rangs d'autorité émettrice hein, et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on pourrait créer donc une autorité empire espagnol et ensuite Pérou, hein, etc. Pareil pour les dénominations. La dénomination du pays d'origine, je reprends l'exemple des reales de Aucho, et puis pour nous, en français, la piastre, de façon à pouvoir croiser davantage d'informations et être moins perdu. Parallèlement, donc, on incrémente évidemment des numéros d'acquisition, si bien que cet inventaire est réalisé, vous le voyez, dans l'optique de servir de liste des objets à numériser, un support nécessaire pour savoir ce que l'on fait, bien sûr, et puis aussi, c'est un travail préliminaire au téléchargement des notices à l'occasion de la mise en ligne à venir. Mais, dernière étape avant de pouvoir numériser, puisqu'on a le temps, la mise en place d'un plan de conservation et la restauration des monnaies qui en ont besoin. Il s'agit pour certains d'un simple nettoyage, enfin simple nettoyage, les restauratrices développeraient, c'est parfois plus compliqué que simple nettoyage, mais, et puis parfois d'un véritable sauvetage, sachant que puisqu'on numérise et qu'on va diffuser une information par l'image, la dimension esthétique, bien évidemment, est majeure. Et je reprends l'exemple de notre malheureux demi-dollar américain tout à l'heure. Non seulement voici ce que donne le demi-dollar nettoyé, il peut désormais être décemment diffusé, mais ce nettoyage révèle des informations qu'on aurait perdues sans passer par cette étape. Et par exemple, vous voyez une gravure, le propriétaire, manifestement un des propriétaires de cette monnaie, comme ça se faisait alors, a écrit son nom, hein, on a un Andrew là, qui a gravé au couteau sur cette monnaie, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu, qu'on ne voyait pas avant le nettoyage. Donc ce n'est pas uniquement esthétique, c'est aussi garder de l'information. Et c'est seulement après toute cette préparation que la numérisation est rendue possible. Vous le voyez, la numérisation organisée induit finalement de nombreuses implications. Il ne s'agit pas juste de photographier des monnaies, mais c'est l'occasion de réaliser toutes les étapes du traitement complet d'une collection. Et c'est permettre, comme le dit votre devise, d'aller plus ultra, hein, plus loin, c'est-à-dire de réaliser une diffusion de qualité. Bonjour. Alors, comme mes collègues vous l'ont dit, la Bibliothèque nationale de France est l'institution qui englobe le cabinet des médailles. Donc, contrairement aux institutions qui ont parlé ce matin et qui, pour la plupart, font partie de musées, nous faisons partie d'une bibliothèque et ça a été une contrainte majeure dans nos campagnes de numérisation. Et ce qu'on a pu apprendre en travaillant dans le cadre de cette bibliothèque, je pense que ce sont des choses qui peuvent intéresser n'importe quelle collection numismatique qui fait partie de n'importe quel ensemble plus grand, que ce soit un musée, que ce soit une bibliothèque, que ce soit des archives, comme ça se produit parfois. La grande leçon qu'on a retirée de ce travail, c'est que numériser et mettre en ligne un fonds de monnaie, c'est travailler dans des contraintes
et que dans ces contraintes, on peut réussir à se créer des outils parfaitement adaptés à la numismatique, alors que ça peut sembler assez difficile au départ. Quand en 2011, on a décidé de commencer à numériser la collection des monnaies grecques, la première question qui s'est posée était comment allons-nous faire rentrer toutes ces monnaies grecques dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France? Nous avions très peu de temps, aucune des monnaies n'était décrite en ligne, tout était dans des catalogues papier publiés au mieux et parfois n'était pas catalogués, et nous avions très peu d'options, puisqu'à la Bibliothèque nationale de France, nous avons 3 options de catalogue. Nous avons le catalogue général, qui est un catalogue de bibliothèques en intermarque, donc dans un format qui est fait pour décrire des livres. Nous avons un catalogue pour les archives et les manuscrits, qui est en EAD, donc un format qui est fait pour décrire des fonds d'archives. Et nous avons une base de données de type muséal, qui est WebMuséo, dans laquelle le cabinet des médailles tout seul décrit ces fonds d'objets. La difficulté, c'est que quand on numérise à la BNF, ça passe par des marchés, et donc nous ne pouvons pas prendre nos photos nous-mêmes. C'est fait par un prestataire qui livre des fichiers images qui sont encapsulés avec des métadonnées. Et c'est cet ensemble, l'image et ces métadonnées, qui passent par les chaînes d'entrée de la BNF et qui rentrent dans Gallica, la bibliothèque numérique. Le catalogue de musée du cabinet des médailles ne communique pas avec Gallica, la bibliothèque numérique. Donc, première contrainte, nous avions 2 options. Le catalogue de la bibliothèque ou le catalogue des archives. Donc comme vous voyez, en fait, on n'est pas du tout parti de l'objet et de ce qu'on voulait idéalement dans notre notice à l'origine, on est parti de ce qu'on pouvait utiliser dans l'immédiat. Nous avons commencé à réfléchir à comment faire rentrer 120 000 monnaies grecques dans un de ces 2 catalogues, et le catalogue des archives, manifestement, n'arrivait pas à gérer autant de notices. Donc, on était obligé de travailler avec le catalogue de bibliothèques de la Bibliothèque nationale. Notre première réaction face à cette contrainte, ça a été la panique. Non, une panique tout à fait justifiée, parce que comment voulez-vous faire rentrer une description de monnaie dans une notice qui est faite pour décrire un livre? Il faudrait mettre quelque chose dans le champ auteur, quelque chose dans le champ titre, dans la description matérielle qui est faite pour recevoir une description de livre. Ce n'était pas possible du tout. Mais sans nous laisser décourager, nous sommes allés discuter avec les responsables du catalogue de la Bibliothèque nationale. Et première leçon, eux n'ont pas été paniqués du tout. Ils nous ont dit, bien sûr que c'est possible, on va vous arranger ça. Donc, deuxième instrument utilisé par la BNF. Donc ici, vous avez Gallica, la bibliothèque numérique. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons, dans un premier temps, fait rentrer du mieux que nous avons pu dans l'outil existant de la BNF une notice monnaie qui comportait des informations minimales. Et grâce à ça, on a pu numériser 120 000 monnaies extrêmement rapidement, les mettre sur Gallica avec assez peu d'informations, mais d'une façon qui nous a semblé modérément satisfaisante, mais qui nous a permis cette numérisation avant le déménagement. Donc en fait, la leçon que je voudrais mettre en avant dans tout ça, c'est que quel que soit le cadre dans lequel on se place, quelles que soient les contraintes temporelles, on peut toujours réussir à numériser dans un premier temps pour préparer l'avenir. Et une fois qu'on a plus de temps, ce qui se passe maintenant avec les collections dont vous parlez, Jérôme, on peut revenir sur ces premières tentatives, qui ne sont pas nécessairement très satisfaisantes, et en faire quelque chose de vraiment très adapté à la numismatique. Voilà, donc en fait, concrètement, pour faire rentrer 120 000 notices de monnaie dans un catalogue en très peu de temps, il est très peu envisageable de travailler directement dans l'espace de production du catalogue. Donc nous avons travaillé dans des tableurs Excel et ensuite nous avons procédé par des chargements. Donc tout en fait est passé par des chaînes de la Bibliothèque nationale qui sont des chaînes existantes pour d'autres collections. Et qui, en fait, se sont avérées extrêmement efficaces. Donc, on leur donnait un tableur Excel d'un côté avec le contenu de nos notices, qui était chargé dans le catalogue et qui créait les notices, et d'autre part, les images produites par le prestataire étaient livrées et raccrochées aux notices. Voilà. Donc, on est très très loin, en fait, d'un système où, directement dans le cabinet des médailles, on aurait produit nos notices et rattaché nos photos directement. C'était quelque chose qui participait de flux
très organisé et surtout qui permettait de gérer énormément d'informations à la fois. Une fois que tout cela a été fait, nous avons commencé à nous poser la question de la meilleure façon d'exposer et de compléter ces notices de monnaie dans le catalogue général. Alors, la Bibliothèque nationale catalogue dans un format qui s'appelle l'Intermarque, qui est un format marque propriétaire, donc sur lequel nous avons la possibilité de faire toutes les adaptations que nous souhaitons. À la différence de ce qui se passe pour les formats, pour d'autres formats marques comme le Marque 21 ou l'Unimarque, où les utilisations sont beaucoup plus normalisées. Donc, nous avons commencé par faire la liste de toutes les informations que, dans l'idéal, nous aimerions pouvoir faire rentrer dans le catalogue. Et ensuite, nous avons travaillé à rendre cela logique par rapport au format Intermarque, parce qu'il fallait que les informations qui concernent, par exemple, la description matérielle de la pièce, son poids, son métal, etc., aillent au même endroit que l'endroit où se ferait, par exemple, la description matérielle du livre. Donc son nombre de pages, ses types d'illustrations, etc. Donc il a fallu faire une notice de monnaie qui soit une véritable notice de monnaie, différente d'une notice de livre, mais qui soit en même temps logique par rapport à un format qui permet à l'origine de décrire des livres, qui a une certaine cohérence. Une autre des contraintes avec lesquelles nous avons travaillé, c'est que d'autres collections françaises ont numérisé et ont mis en ligne leur collection dans Gallica. C'est par exemple le cas de cette monnaie qui est une monnaie de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Et donc, nous avons reçu une notice qui ne correspondait pas à la façon dont nous faisions nos notices, qui a été constituée avant que nous commencions à mettre nos notices en ligne. Nous avons reçu une image qui ne correspondait pas aux standards d'images que nous avions produites, et nous devons faire en sorte que tout cela fonctionne bien dans Gallica et qu'on puisse les retrouver, parce que c'est quand même ça le but central de la chose. Donc, nous avons commencé à travailler à ça, et maintenant, nous sommes prêts à livrer une notice en Intermarque qui est parfaitement adaptée à la description des monnaies, dans laquelle nous pouvons faire rentrer absolument toutes les informations que nous voulons. Ça veut dire que les notices du catalogue général pour la Bibliothèque nationale de France vont être très belles une fois que nous avons rentré toutes les informations. Maintenant, de nouveaux enjeux s'offrent à nous, qui sont de faire en sorte que nos notices puissent communiquer avec le reste du monde et que nous puissions proposer des modèles pour d'autres institutions françaises qui souhaiteraient mettre en ligne leur collection. Donc nous travaillons actuellement à faire des mappings, donc des équivalences entre l'Intermarque et d'autres modèles de catalogage des données, comme par exemple le NUDS XML. Et nous travaillons aussi à traduire ce que nous avons fait en Intermarque dans le format Unimarque, qui est le format le plus utilisé dans les autres bibliothèques françaises. Donc après avoir expérimenté à la Bibliothèque nationale, nous entrons dans une phase de normalisation et de mise en place de possibilités de communication. Et nous travaillons par ailleurs avec des instances internationales qui permettent la communication entre catalogues, notamment grâce au Linked Open Data, dont vous parlera David Wigwolf tout à l'heure, en participant au comité de Nomisma. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, à la Bibliothèque nationale, nous avons commencé par un projet dans l'urgence qui nous a forcé à nous adapter à des cadres existants, sur de très très gros volumes de monnaie dans un temps extrêmement limité, et qu'en fait, en revenant sur ces collections, après, nous avons pu développer des outils parfaitement adaptés à la mise en ligne de collections numismatiques, tout en restant dans des cadres qui correspondaient au cadre de notre institution, c'est-à-dire sans créer d'outils spécifiquement liés au cabinet des médailles, mais en restant dans un écosystème qui était celui de notre institution plus générale. Voilà.